vous l'avez demandé, et la survie n'a jamais été aussi organique. Un scientifique français, expert en champignons, se retrouve seul et blessé dans l'immensité sauvage de la Colombie-Britannique. Sans GPS et sans carte, il doit faire confiance à un autre type de réseau, le royaume fongique. Il doit lire la forêt à travers ses connexions symbiotiques cachées pour trouver de la nourriture, de l'eau et même de la lumière. Si cette fusion de science et de survie vous intrigue, assurez-vous de donner like et de s'inscrire. La forêt pluviale de la côte Pacifique ne pardonne pas l'arrogance, surtout l'arrogance académique. Le docteur Antoine Dubois, sommité mondial en écologie mycorhizienne au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, aurait dû le savoir. Il n'était pas un aventurier, il était un intellectuel, un homme dont les expéditions se déroulaient le plus souvent dans le confort climatisé d'un laboratoire de séquençage génétique. Mais il était ici, dans l'archipel de la grande forêt pluviale de l'Ours, en Colombie-Britannique, attiré par un fantôme. Son objectif était une variante insaisissable de Tricholoma, un champignon symbiotique soupçonné de conférer une résistance extraordinaire à la sécheresse au pin tordu, Pinus contorta, qui s'accrochait aux affleurements rocheux de haute altitude. Trouver le code génétique de cette symbiose pourrait, en théorie, aider à sauver les forêts européennes menacées par le changement climatique. C'était un travail noble, mais c'était un travail qui l'avait poussé trop loin. Il avait quitté son équipe de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, au camp de base il y a 2 jours, promettant de ne suivre que la ligne de crête balisée. Mais une lecture prometteuse sur son spectromètre de terrain l'avait attiré hors du sentier, dans une pente abrupte, à la poursuite d'un signal chimique. C'est alors que le brouillard était arrivé. Le brouillard côtier du Pacifique n'est pas un phénomène météorologique, c'est une invasion. Un mur blanc et opaque, saturé d'humidité saline, qui dévala le fjord, effaçant le soleil, les arbres et le concept même de direction en moins de 3 minutes. Antoine s'était arrêté, son arrogance se transformant rapidement en appréhension. Il vérifia son GPS Garmin, mais le signal rebondissait follement sur les parois abruptes du canyon invisible en dessous. Il décida de faire demi-tour, de remonter vers la crête. Ce fut son erreur fatale. Il posa son pied droit sur ce qui semblait être un rocher stable couvert de mousse. Ce n'était pas de la mousse ordinaire, c'était un tapis de Rhizomnium glabrescent, une espèce connue pour sa texture veloutée et son absence totale de friction lorsqu'elle est mouillée. Son pied glissa comme sur de la glace huilée. Le temps se dilata. Il n'y eut pas de chute élégante. Ce fut une dégringolade chaotique, une perte totale de contrôle. Il heurta un tronc de pruche pourri, l'impact lui coupant le souffle et faisant voler son équipement. Il roula, son corps heurtant des rochers acérés cachés sous les fougères, et sa jambe droite se coinça. Il entendit le son avant de le sentir. Un craque sec, humide et complexe. Ce n'était pas le bruit d'une branche. C'était le bruit de son propre corps qui cédait. Sa chute s'arrêta brutalement lorsqu'il plongea dans le lit d'un ruisseau glacial, l'eau de fonte s'infiltrant instantanément dans chaque couche de son équipement technique. Il resta là, immergé jusqu'à la taille, en état de choc. La douleur n'était pas encore arrivée, seule une froideur intense et la réalisation assourdissante du silence. Le brouillard avait avalé tous les sons, sauf le gargouillement de l'eau autour de sa taille. Puis, la douleur arriva. Ce ne fut pas une pulsation. Ce fut une explosion blanche, une supernova d'agonie pure partant de sa cheville droite, si intense qu'elle lui arracha un cri qui fut immédiatement étouffé par la forêt dense. Il regarda en bas. Sa botte était tordue à un angle impossible, pointant vers l'extérieur. Il savait, avec une certitude clinique, qu'il s'agissait d'une fracture trimalléolaire, le pire type de fracture de la cheville, un cisaillement complet de l'articulation. Il vérifia son équipement par réflexe. Son sac à dos était toujours là, mais son téléphone satellite, qu'il avait stupidement attaché à sa ceinture plutôt qu'à sa sangle de poitrine, avait heurté un rocher. L'antenne était arrachée, l'écran une toile d'araignée morte. Son GPS Garmin, qui avait volé de sa main, gisait à 1 mètre de là dans le ruisseau, ses circuits noyés. Il était seul. Il était gravement blessé. Il était à des dizaines de kilomètres du sentier le plus proche, dans un biome qui tue les imprudents par hypothermie en quelques heures. La panique monta, froide et viscérale, menaçant de le noyer aussi sûrement que le ruisseau. Se débattant contre la douleur qui lui voilait la vue, il utilisa ses bras et sa jambe gauche valide pour se traîner hors de l'eau glacée, rampant comme un animal blessé, laissant une trace de sang écarlate sur la mousse vert vif. Il s'effondra sous les racines monumentales d'un épicéa de Sitka, Picea sitchensi, un abri naturel formé par l'érosion du sol autour du géant. Tremblant de manière incontrôlable,
trempé jusqu'aux os, sa jambe hurlant, le docteur Antoine Dubois, l'homme qui comprenait les réseaux complexes de la vie, réalisa qu'il venait d'être déconnecté du sien. Il allait mourir ici, décomposé par les organismes mêmes qu'il vénérait. La première heure fut un brouillard de douleur et de terreur. Antoine lutta contre la perte de conscience, sachant que s'il s'évanouissait dans cet état d'hypothermie commençante, il ne se réveillerait jamais. Le froid était un ennemi physique, aspirant la chaleur de son corps trempé avec une efficacité impitoyable. Sa jambe blessée était une sirène d'alarme constante. La panique était la pire. C'était une réaction chimique, une montée de cortisol et d'adrénaline qui exigeait une action au courir, se battre que son corps brisé ne pouvait pas fournir. Son esprit, habitué à régner en maître, était assiégé par les hurlements de son cerveau reptilien. Il devait reprendre le contrôle. Il devait cesser d'être une victime et redevenir un scientifique. Il ferma les yeux, ignorant la douleur fulgurante, et commença non pas à méditer, mais à cataloguer. C'était sa discipline. Il commença par les sons, le goutte-à-goutte constant de la canopée, le gargouillement du ruisseau, le cri lointain et plaintif d'un corbeau de stellaire. Puis les odeurs, la richesse profonde et presque chocolatée de la décomposition, le parfum vif et résineux de l'épicéa de Sitka au-dessus de lui, l'odeur métallique de son propre sang et l'arôme distinctif de l'ozone du brouillard salin. Il ouvrit les yeux. Il n'était pas dans le néant. Il était dans un laboratoire. L'écosystème le plus riche, le plus complexe qu'il ait jamais eu le privilège d'étudier. Il était juste devenu le sujet de l'expérience. Il devait faire un inventaire. Non pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il avait. Il était assis dans une zone riveraine dominée par l'épicéa de Sitka, la pruche de l'ouest, Tsuga heterophylla, et plus loin sur la pente, il pouvait distinguer le feuillage plumeux du cèdre rouge de l'ouest, Thuja plicata. Le sous-bois était un enchevêtrement de fougères épais, de ronces du diable et de tapis de mousse. Mais c'était la surface. Antoine était un homme du sol. Il regarda le sol forestier. Ce n'était pas de la terre. C'était une matrice vivante, une couche de d'œuf organique de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il plongea sa main engourdie dedans. C'était froid, humide, mais grouillant de vie invisible. Et il savait que juste sous ses doigts, s'étendant dans toutes les directions, se trouvait le plus grand super-organisme de la planète, le mycélium. C'était le réseau que Suzanne Simard, une scientifique de cette même province, avait surnommé le World Wide Web. Antoine avait passé sa carrière à cartographier ce réseau en Europe, mais ici, c'était le système originel, intact depuis la dernière période glaciaire. Il réalisa, avec une clarté soudaine et froide qui chassa la panique, que sa situation n'était pas désespérée. Il n'avait pas de carte GPS, mais la forêt elle-même était une carte. Une carte vivante, chimique et symbiotique. Chaque champignon, chaque plante, chaque arbre, était un point de données. Les champignons, en particulier, étaient les panneaux indicateurs. Les champignons saprophytes, détritivores, lui indiqueraient le type de décomposition, le niveau d'humidité et les dangers, comme les galères mortelles. Mais les champignons ectomycorhiziens, EM, ses partenaires de recherche, étaient la clé. Ils ne poussaient pas au hasard. Ils étaient la manifestation physique d'une relation contractuelle souterraine, un lien exclusif entre un champignon spécifique et une espèce d'arbre spécifique. Le champignon explorait le sol, extrayant l'azote, le phosphore et l'eau bien au-delà de la portée des racines de l'arbre, et les échangeait contre des glucides ou des sucres produits par la photosynthèse de l'arbre. Si vous saviez quels champignons s'associaient à quels arbres, vous pouviez lire le paysage comme un texte. Il comprit que sa survie ne dépendrait pas de sa force ou de son endurance, mais de la profondeur de son savoir académique. Il n'était pas un homme perdu. Il était un spécialiste indigène dans un pays étranger dont il parlait couramment la langue souterraine. Il organisa ses priorités, 1. Médical, la cheville, l'infection. 2. Thermique, le froid, l'abri. 3. Hydratation, l'eau propre. 4. Calories, la nourriture. 5. Psychologique, la lumière, l'espoir. Il allait survivre non pas en combattant cette forêt, mais en s'y intégrant, en devenant un autre nœud symbiotique dans son réseau complexe. La priorité numéro 4, les calories, était devenue urgente. L'hypothermie et le choc brûlaient ses réserves de glycogène à une vitesse terrifiante. Son corps avait besoin de carburant pour combattre le froid et commencer le processus de guérison de sa cheville. Il avait dans son sac une seule barre Cliff, désormais une pâte humide et écrasée, et un sachet de fruits secs. Peut-être 400 calories. Insuffisant.
Il était entouré d'un buffet apparent de verdure et de champignons colorés. Un buffet mortel. Il savait que la plupart des petites baies rouges étaient toxiques et que la majorité des champignons dans cette forêt provoqueraient une insuffisance hépatique ou rénale avant même que l'hypothermie n'ait sa chance. Il avait besoin de certitude absolue. Et la certitude, dans le monde mycologique, vient de l'association. Il commença à ramper, en utilisant ses bras et son genou sain, sa jambe blessée traînant douloureusement derrière lui. Chaque mouvement était un effort herculéen. Il ignora l'environnement immédiat du ruisseau, trop humide, trop dominé par les espèces de décomposition rapide. Il avait besoin d'un biome mature. Il se traîna 20 mètres plus haut sur la pente du ravin, jusqu'à un replat plus sec qu'il avait repéré. Là, les arbres dominants changeaient. L'épicéa de Sitka laissait la place à une magnifique futaie de sapins de Douglas, Pseudotsuga manziesi. Le cœur d'Antoine bondit, malgré la douleur. Le Douglas était son ami. C'est l'un des arbres les plus sociables sur le plan mycorhizien en Amérique du Nord. Il forme des partenariats robustes avec une vaste gamme de champignons, y compris certains des plus recherchés au monde. Antoine n'allait pas jouer. Il allait chercher le roi. Il commença à scanner méthodiquement le sol sous la ligne d'égouttement du Douglas, là où les aiguilles mortes formaient un tapis épais et acide. Il cherchait un signe, un renflement dans le dœuf, un bouton qui n'était pas une pierre. Il écarta les aiguilles avec ses doigts engourdis. Pendant 10 minutes, il ne trouva rien d'autre que des champignons LBM, Little Brown Mushroom, non identifiables et toxiques, et quelques cortinaires à l'aspect sinistre. Il persévéra, se déplaçant douloureusement autour du tronc. Et puis, il le vit. Caché sous une fougère, il y avait un renflement de la taille d'une balle de tennis. Il creusa doucement avec son couteau de terrain, le cœur battant. Le chapeau était d'un brun riche et velouté. Il le dégagea délicatement du sol. En dessous, il n'y avait pas de lamelles, mais une surface spongieuse de pore, d'un blanc crème. Le pied était ventru, solide, avec le motif réticulé classique. C'était indubitablement un boltu Edulis vargrande du lit. Le cèpe roi du Pacifique. C'était un spécimen jeune, parfait, sans larves. Et en trouver un signifiait que le réseau était actif et fructifiait. Il avait trouvé le garde-manger. Il passa l'heure suivante à fouiller la zone, un travail épuisant qui le laissa en sueur malgré le froid. Il trouva 6 autres cèpes, dont 2 spécimens matures aussi grands que son visage. C'était plus d'1 kilo de protéines denses, de glucides et de minéraux. C'était un repas de survie. Il s'assit et en dévora un cru. Le goût était noisetté, riche et profondément terreux. C'était le goût de la forêt elle-même. Mais sa connaissance lui offrit plus. Il savait que le réseau mycélien n'était pas exclusif. Ce même réseau fongique qui reliait les Douglas et produisait les cèpes soutenait également un large guild de plantes de sous-bois. Le champignon agissait comme un pont, partageant les nutriments entre les espèces. Un partenaire commun de ce réseau spécifique était le salal, Golteria chalon. Il leva les yeux. Et bien sûr, entourant le bosquet de Douglas, se trouvaient des fourrés denses de salal, leurs feuilles épaisses et cireuses formant une couverture dense. La plupart des gens n'auraient vu qu'un autre buisson vert. Mais Antoine vit les branches, et elles étaient chargées. C'était la fin de l'été. Les branches ployaient sous le poids de grappes de baille d'un violet foncé, presque noir. Elles ressemblaient à des myrtilles gonflées et poussiéreuses. Pour un étranger, manger des baies inconnues est un suicide. Pour Antoine, qui venait de confirmer la présence de ce guilt mycorhizien spécifique, c'était une certitude. Le champignon lui avait dit que cette plante appartenait à ce système. Il rampa jusqu'au buisson et commença à manger les baies par poignées. Elles étaient sucrées, légèrement farineuses, avec une saveur complexe. Elles étaient également remplies de sucre et d'antioxydants. En l'espace de 2 heures, en ne bougeant que de quelques mètres, Antoine avait eu un repas complet de cèpes et de baille. Il n'avait pas eu de chance. Il avait lu le menu symbiotique écrit dans la langue des champignons. Son estomac était plein et son moral remontait, mais la douleur dans sa jambe droite était devenue une urgence hurlante. L'adrénaline de la chute s'était dissipée, et le gonflement avait atteint un point critique. Il était temps d'affronter la blessure. Avec une précaution infinie, en grimaçant de douleur, il prit son couteau de terrain et coupa méthodiquement le lacet de sa botte de randonnée, puis fendit le cuir épais le long de la couture. La botte était irrécupérable, mais il devait libérer sa cheville avant que la constriction ne provoque une nécrose. Il éplucha le cuir et la chaussette en laine trempée de sang. La vue était pire qu'il ne l'avait imaginé.
Sa cheville n'était plus une articulation, c'était un globe difforme, d'un violet et d'un noir profond. La fracture était clairement complexe. Mais le danger immédiat était la lacération. Le rocher qui avait brisé l'os avait également déchiré la peau et le tissu sur le côté extérieur, une entaille béante de 5 cm de long, blanche sur les bords, et déjà remplie de terre noire, d'aiguilles de pin et de fragments de feuilles. C'était une invitation ouverte à l'infection. Le sol de la forêt pluviale est une soupe septique. Clostridium tetani, tétanos, Staphylococcus aureus, d'innombrables bactéries anaérobies attendaient. Une septicémie le tuerait en 2 jours. Son minuscule kit de premiers soins contenait 2 pansements adhésifs et une lingette antiseptique à l'alcool, ce qui était une blague cruelle face à cela. Il avait besoin d'irriguer, de désinfecter et de panser. Il avait besoin d'une pharmacie. Son esprit se tourna immédiatement vers les champignons médicinaux. Son premier espoir était le légendaire Phomitopsis officinalis, l'agaricon. Un polypore en forme de ruche qui pousse exclusivement sur les conifères anciens, c'est l'un des agents antibiotiques et antiviraux naturels les plus puissants jamais découverts. Il scanna frénétiquement les troncs massifs des vieux douglas et des pruches autour de lui. Rien. L'agaricon est incroyablement rare, un artefact d'écosystèmes anciens et intacts, et il n'allait pas le trouver par hasard. Il avait besoin de quelque chose de commun, de fiable. Il regarda le ruisseau. Il avait besoin d'eau propre pour irriguer la plaie. Mais l'eau du ruisseau était la source du problème. Il regarda autour de lui, près de la zone marécageuse du ruisseau. Et il le vit. Un tapis luxuriant de mousse vert pâle, presque lumineuse, la mousse de sphaigne. Bien sûr. La sphaigne est l'une des substances les plus remarquables de la nature. Ses feuilles sont composées de cellules mortes géantes qui peuvent absorber jusqu'à 20 fois leur poids en liquide, ce qui en fait un pansement absorbant parfait. Mais plus important encore, la sphaigne est agressivement antiseptique. Elle maintient un pH extrêmement acide et libère des composés phénoliques qui inhibent presque toute croissance bactérienne. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, elle était récoltée en masse pour servir de pansement de champ de bataille stérile lorsque le coton venait à manquer. Il rampa jusqu'au tapis, arracha de grosses poignées de mousse vivante, les pressa pour en extraire l'eau acide et propre du ruisseau filtrée par la mousse elle-même, et commença le processus atroce de débridement de sa plaie. Il frotta la saleté et les débris, la douleur le faisant presque s'évanouir, mais il persista jusqu'à ce que la plaie soit propre et saigne librement. Maintenant, il lui fallait un antibiotique topique. Il leva les yeux vers les branches mortes et basses d'une pruche au-dessus de lui. Elles étaient drapées de filaments verts pâles et spectraux, comme une décoration de Noël abandonnée. C'était Usnea, la barbe de vieillard. Ce n'est pas une plante. Ce n'est même pas un champignon. C'est la symbiose parfaite, un mycobionte, un champignon, fournissant la structure et la protection, et un photobionte, une algue verte ou une cyanobactérie, nichée à l'intérieur, fournissant de la nourriture par photosynthèse. Antoine savait que la véritable magie de ce partenariat était sa chimie. Usnea est une bio-usine d'acide usnique, un antibiotique puissant à large spectre, particulièrement efficace contre les bactéries gram-positives qui causent les infections cutanées les plus courantes, comme le staphylocoque. Il récolta une poignée de ce lichen sec et filandreux. Il en mit une partie dans sa bouche et commença à la mâcher. Le goût était incroyablement amer, une amertume verte et médicinale qui lui plissa le visage. Il le mâcha jusqu'à ce qu'il forme une pâte grossière, un cataplasme vert. Serrant les dents, il appliqua cette pâte directement dans la plaie ouverte. La brûlure fut immédiate et intense, bien pire que l'alcool. C'était l'acide usnique qui attaquait les microbes envahisseurs. Il couvrit le cataplasme d'Usnea avec une épaisse couche de mousse de sphaigne propre et sèche, puis banda le tout fermement avec une manche de son sous-vêtement thermique de rechange. Il venait d'accomplir une procédure antiseptique complexe en utilisant 2 organismes symbiotiques distincts et une mousse primitive. Il s'allongea, tremblant, mais sachant qu'il avait donné à son corps une chance de combattre. Il avait traité l'infection et l'apport calorique, mais la 3e priorité de survie le fixait en face, l'hydratation. Sa gourde était vide. Il était entouré d'eau dans le ruisseau, dans le brouillard, dégoulinant des feuilles mais paradoxalement, il mourait de soif. Boire directement du ruisseau était un pari qu'il ne pouvait pas prendre. L'eau était brune de tanin, chargée de sédiments en suspension, et, il en était presque certain, infestée de kystes de Giardia lamblia. La fièvre du castor n'est pas une simple gêne, c'est une maladie diarrhéique violente qui l'aurait vidé de ses fluides corporels en quelques jours, le tuant par déshydratation bien avant que sa jambe ne le fasse. Il devait purifier l'eau.
Il avait un briquet dans son kit de survie, mais son seul récipient métallique était un petit gobelet en titane de 200 ml de son kit de café de terrain. Faire bouillir de l'eau gorgée par gorgée était une perte de temps et de carburant, et le processus ne ferait rien pour éliminer les sédiments et les tanins qui lui retournaient déjà l'estomac. Il avait besoin d'un filtre. Pas seulement un filtre, mais un préfiltre capable d'éliminer les particulés, espérons-le, les kystes de protozoaires plus gros. Il avait besoin d'un filtre en céramique. Ou de son équivalent fongique. Son esprit se tourna vers les polypores, les grands champignons linicoles, mangeurs de bois, qui forment des éconques ou aux sabots durs sur les troncs d'arbres. Il commença à scanner les arbres morts autour de lui. Son regard se fixa sur un grand bouleau à papier, Betula papyrifera, qui était tombé des années auparavant et reposait maintenant de l'autre côté du ravin, son écorce blanche en lambeaux. Et sur son tronc, comme des étagères grises et concentriques, poussait une colonie de ce qu'il cherchait. C'était indubitablement Phom fomentarius, l'amadouvier. Ce champignon était la trousse à outils du néolithique. Ötzi, l'homme des glaces, en transportait des morceaux. Son utilisation la plus célèbre était l'amadou, sa couche interne fibreuse peut attraper la plus petite étincelle et couver pendant des heures, permettant aux peuples anciens de transporter le feu. Mais Antoine connaissait son anatomie intime. Le corps du champignon est composé de 3 couches distinctes, une croûte extérieure cireuse et dure comme de la pierre, une couche inférieure de pores par lesquels les spores sont libérés, et entre les deux, le trama ou l'amadou. Cette couche d'amadou n'est pas seulement du carburant. C'est un feutre incroyablement dense d'if fongique tissé, un réseau si serré qu'il est microporeux. Il est hydrophobe au début, mais une fois saturé, il agit comme un filtre physique extraordinairement efficace. Assez dense pour piéger les sédiments, la suie, et même des bactéries et des kystes. Se traîner jusqu'à cet arbre fut une épreuve. Il dut traverser à nouveau le ruisseau glacial, sa jambe bandée hurlant de protestation. Il atteignit le tronc du bouleau et utilisa son couteau pour scier et arracher l'un des plus grands sabots. L'effort le laissa épuisé, mais il avait son filtre. Il passa les 20 minutes suivantes à opérer le champignon, le disséquant comme un chirurgien. Il coupa la croûte extérieure dure, révélant la couche intérieure brun rouille, qui avait la texture du daim. C'était l'amadou. Il lui fallait un système de filtration. Il rampa jusqu'à un cèdre rouge de l'ouest. L'écorce du cèdre est fibreuse et se détache en longues bandes souples et imperméables. Il en coupa une large section et la roula habilement en un cône serré. Il remplit le fond étroit de ce cône avec des morceaux d'amadou qu'il avait arrachés et tassés fermement, créant un lit filtrant d'environ 5 cm d'épaisseur. Il cala son appareil de fortune entre 3 pierres au-dessus de sa gourde ouverte. Puis, avec son gobelet en titane, il puisa l'eau brune et boueuse du ruisseau et la versa lentement dans le cône. L'amadou résista d'abord, puis se satura. L'eau commença à goûter. Ce qui sortait n'était pas l'eau brune qu'il avait versée. C'était une eau de couleur ambrée claire, presque dorée. Les sédiments, la boue, les débris organiques étaient tous piégés dans la matrice fongique. Il jeta ce premier passage, qui avait rincé le système. Il remplit à nouveau le cône. Cette fois, l'eau sortit presque parfaitement claire. Elle avait une teinte de thé pâle due au tanin restant, mais elle était propre à l'œil. Ce n'était toujours pas stérile. Les virus et les bactéries plus petites pouvaient encore passer. Mais c'était maintenant de l'eau propre, débarrassée de 99% de ses impuretés physiques et des kystes de Giardia. Maintenant, il pouvait la faire bouillir. Il remplit son petit gobelet en titane avec cette eau filtrée, alluma son briquet et, sous un abri de branches, la porta à ébullition. Il répéta ce processus 10 fois, un rituel lent et méthodique, jusqu'à ce que sa gourde d'1 litre soit pleine d'eau stérile et potable. Il but lentement. L'eau avait un goût terreux, légèrement fumé et incroyablement doux. Il avait survécu à la crise de l'hydratation, grâce à un champignon pathogène qui dévorait un arbre mort. Le crépuscule tomba sur la forêt pluviale non pas comme une douce transition, mais comme un interrupteur qu'on éteint. La canopée dense, combinée au brouillard persistant, engloutit le ravin dans une obscurité si profonde qu'elle en devenait une substance physique, une pression noire contre ses yeux. La température chuta rapidement, tombant près de 0. Antoine s'était construit un abri de fortune, un appentis rudimentaire contre la paroi racinaire massive de l'épicéa de Sitka, en utilisant des branches de sapin tombées pour le toit, pour dévier la pluie, et en isolant le sol avec une couche épaisse de fougères épais sèches et de mousse. Il était à l'abri du pire de l'humidité, mais il était aveugle. Et dans cette obscurité, la forêt prenait vie.
Chaque son était amplifié, le craquement d'une branche, un cerf, ou un ours noir, le ululement spectral d'une chouette rayée, le bruit lointain d'une chute de pierre. La douleur de sa cheville semblait s'intensifier dans le noir, et la peur, non plus la panique aiguë mais une terreur existentielle sourde, commençait à ronger son esprit rationnel. L'obscurité était un ennemi psychologique aussi dangereux que le froid. Il avait besoin de lumière. Pas la chaleur d'un feu, il avait un briquet, mais tout le bois autour de lui était saturé d'humidité, un feu aurait été impossible à démarrer et à entretenir. Il avait besoin d'une lumière froide. Et en tant que mycologue, il savait exactement où la trouver. Il connaissait la bioluminescence fongique. Le feu de renard. C'est un phénomène qu'il avait enseigné, un sous-produit chimique étrange de la décomposition. C'est le résultat d'une réaction enzymatique complexe où un composé, la luciférine fongique, est oxydé par une enzyme, la luciférase, libérant de l'énergie sous forme de lumière verdâtre. La raison de cette adaptation est encore débattue ou peut-être pour attirer les insectes nocturnes qui aident à disperser les spores. Mais pour Antoine, ce soir, c'était une question de santé mentale. Le candidat le plus probable dans cette forêt était Armillaria ostoyer, l'armillaire couleur de miel. C'est un champignon paradoxal. C'est l'un des plus grands organismes du monde, un pathogène agressif dont les réseaux mycéliens souterrains peuvent s'étendre sur des kilomètres carrés, tuant lentement des forêts entières d'une pourriture racinaire. Mais ce tueur, dans son processus de digestion active du bois, brille. Plus tôt dans la journée, lorsqu'il cherchait l'amadouvier près du bouleau mort, il avait remarqué les signes révélateurs d'Armillaria, des structures noires, semblables à des lacets de cuir, appelés rhizomorphes, s'enfonçant dans le bois pourri. C'était là qu'il devait chercher. Ignorant la protestation hurlante de sa cheville, il quitta la sécurité relative de son abri et rampa dans l'obscurité totale, s'orientant au son du ruisseau et à la mémoire musculaire. Il atteignit la zone du bois mort. C'était si sombre qu'il devait travailler au toucher. Il commença à arracher des morceaux d'écorce détrempés et à fouiller le bois en décomposition en dessous. Au début, il ne vit rien. Ses yeux, habitués à la lumière du jour, étaient inutiles. Il attendit, laissant sa vision s'adapter à l'obscurité absolue. Après 5 minutes, une faible lueur commença à apparaître. Là où il avait déchiré le bois, une lueur verdâtre et fantomatique émanait du mycélium blanc qui avait infiltré les fibres de la cellulose. Ce n'était pas brillant, mais c'était indubitable. Il passa l'heure suivante à collecter méticuleusement les morceaux de bois pourris les plus brillants, les manipulant comme des charbons sacrés. Il rampa jusqu'à son abri avec son butin lumineux. Un seul morceau de bois ne fournissait qu'une faible aura. Il avait besoin de concentrer la lumière. Il prit son gobelet en titane, dont l'intérieur était en métal brossé brillant. C'était un réflecteur parfait. Il entassa soigneusement les morceaux de bois bioluminescents au fond du gobelet, la face la plus brillante tournée vers l'extérieur. Le résultat fut magique. Il tenait dans sa main une lanterne. Une lanterne vivante. Elle projetait un cône de lumière verte et éthérée, suffisant pour éclairer tout son abri. Ce n'était pas une lumière crue, mais une lueur douce qui chassait les ombres les plus profondes. Il pouvait voir sa jambe blessée, le contour de ses provisions, les murs de son abri de fougères. La lumière froide et vivante de la décomposition avait vaincu l'obscurité. Il pouvait maintenant veiller sur sa blessure, préparer son prochain filtre à eau et, surtout, garder la terreur à distance. Il passa la nuit à la lueur d'un champignon pathogène, une symbiose étrange entre un homme blessé et le processus même de la pourriture. Antoine survécut à la première nuit. Sa lanterne fongique avait tenu jusqu'à l'aube grise, et sa cheville, bien que terriblement douloureuse, n'était pas plus enflée, le cataplasme du SNEA semblant contenir l'infection. Mais il ne pouvait pas rester là. C'était un point aléatoire dans un ravin obscur. Les chances que les équipes de recherche le trouvent ici étaient nulles. Il devait bouger. Mais dans quelle direction ? Le brouillard s'était levé, mais la canopée était si épaisse que le soleil était invisible. Il ne pouvait pas s'orienter. Le ruisseau était son seul indice. La logique dictait de le suivre en aval. L'eau coule toujours vers la mer, ou au moins vers une rivière plus grande où la civilisation pourrait exister. Mais le lit du ruisseau devant lui devenait un canyon étroit, un enchevêtrement impénétrable de troncs tombés et de ronces du diable, Oplopanax horridus, une plante couverte d'épines vicieuses qu'il ne pouvait pas franchir, surtout en rampant. Il devait trouver une route parallèle, une ligne de crête ou un terrain plus élevé et plus sec qui contournerait cet obstacle. Mais dans cette forêt labyrinthique, tout se ressemblait.
Il avait besoin d'une carte topographique. Et il réalisa qu'il était assis dessus. La forêt n'est pas aléatoire. C'est une mosaïque dictée par des microclimats, l'hydrologie du sol et la géologie. Et les médiateurs de ces relations sont les champignons. Différentes espèces d'arbres dominent différents types de terrains, et ces arbres ont des partenaires fongiques ectomycorhiziens, EM, exclusifs. En lisant les champignons, il pouvait lire la composition du sol et, par conséquent, la topographie. Il savait qu'il devait sortir de ce ravin humide, dominé par les épicéas de Sitka et les aulnes rouges, Alnus rubra. Il devait trouver les crêtes plus sèches. Ces crêtes seraient dominées par le pin tordu, Pinus contorta, et le sapin de Douglas. Et ces arbres avaient des amis très spécifiques. Il commença sa pénible ascension hors du ravin, rampant, utilisant ses bras et son genou sain, chaque mouvement une explosion de douleur. Alors qu'il grimpait, le sol changea. La boue et la mousse épaisse cédèrent la place à un sol plus mince, plus rocheux, recouvert d'aiguilles. Et puis il les vit. D'abord, un groupe de russula rouge vif, russule, un signe certain de conifères. Puis, le roi des indicateurs, l'Amanita muscaria, l'Amanite tumouche. Avec son chapeau rouge vif et ses taches blanches, c'est le champignon le plus emblématique du monde, et un poison mortel. Mais pour Antoine, c'était un phare de navigation. L'Amanita muscaria est un partenaire symbiotique presque exclusif des pins et des sapins. Trouver ce champignon signifiait qu'il était sur la bonne voie, qu'il était entré dans un biome de crête plus sec. Il suivit la piste de ces champignons indicateurs. Chaque fois qu'il voyait un tapis de ces joyaux rouges, il savait qu'il se déplaçait parallèlement à la crête, sur un terrain stable. Lorsque la forêt devenait trop dense ou que le sol redevenait marécageux, il remarquait immédiatement que les amanites disparaissaient, remplacés par des champignons partenaires de la pruche ou de l'aulne, comme les Lactarius ou les Nocoria, qui aimaient l'eau stagnante. Il faisait alors marche arrière, retrouvant la ligne de partage des amanites et la suivait. Le réseau mycélien invisible, se manifestant par ses fructifications colorées, était devenu sa ligne de contour topographique. Il ne naviguait pas par les étoiles ou le soleil, mais par la relation symbiotique entre les arbres et leurs racines fongiques. Il suivait littéralement le Wood Wide Web vers la sécurité. Il se déplaça de cette manière pendant 2 jours entiers. Ce fut une épreuve de douleur et d'endurance inimaginable. Sa cheville était une masse de douleur sourde, mais l'infection était contenue. Il rationna ses cèpes, complétant son alimentation avec plus de bailles de salal et des jeunes pousses de fougère autruche, crosses de fougère, qu'il reconnut et fit bouillir dans son gobelet. Il renouvela son pansement d'usnéa et de sphène chaque matin. Il dormit la 2e nuit sous un autre abri, sa lanterne de feu de renard fidèlement recréée, une petite lueur verte le gardant sain d'esprit. Sa navigation fongique fonctionnait. En suivant la ligne de crête des pins, il contourna le canyon infranchissable du ruisseau. Le terrain commença à descendre régulièrement, et le type de forêt changea à nouveau. Les pins laissèrent place à des épicéas de Sitka massifs, indiquant qu'ils se rapprochaient du niveau de la mer et d'un climat plus salin. Puis, le son changea. Le gargouillement du petit ruisseau fut remplacé par un rugissement sourd et constant, et l'odeur de la forêt humide fut coupée par une nouvelle odeur, le sel. Il rampa à travers un dernier fourré de sureaux et s'arrêta net. Devant lui, ce n'était pas un ruisseau. C'était un fleuve majeur, large de 100 mètres, se déversant dans un estuaire gris et brumeux. C'était la civilisation, ou du moins son artère. Il avait atteint la côte. Il vit des signes, une ancienne coupe à blanc sur une colline lointaine, et, sur la rive boueuse de l'estuaire, des empreintes de bottes qui n'étaient pas les siennes. Il était près d'une zone de pêche ou d'exploitation forestière. Il lui restait une chose. Dans son kit de survie, il avait une seule fusée éclairante, qu'il avait jugée inutile au fond du ravin sous la canopée. Mais ici, à découvert, c'était sa voix. Il attendit, écoutant. Dans la brume, il entendit le bruit rythmique d'un moteur diesel. Un bateau de pêche, remontant l'estuaire avec la marée. Il dévissa la fusée, visa le ciel gris et tira. La lumière rouge siffla et explosa dans les nuages bas, une fleur écarlate contre le gris. Le moteur du bateau ralentit, puis se tut, puis changea de direction, se dirigeant vers lui. Il était sauvé. Lorsque les 2 pêcheurs des Premières Nations le hissèrent à bord, ils regardèrent sa cheville avec étonnement. La blessure était propre, bien que gonflée. Ils regardèrent les restes de cèpe dans son sac. « Vous avez bien mangé, dit l'aîné en hochant la tête, et vous avez utilisé la médecine de la forêt. » Antoine, grelottant sous une couverture,
regarda le mur vert impénétrable de la forêt qui s'éloignait. Il n'avait pas vaincu la nature sauvage. Il n'y avait pas eu de lutte de l'homme contre la nature. Il avait survécu parce qu'il comprenait que la forêt n'était pas une collection d'objets, mais une conversation unique et interconnectée. Il avait survécu parce qu'il parlait le champignon. Il n'avait pas conquis l'écosystème, il avait demandé la permission d'y participer, et le réseau mycélien, dans sa sagesse symbiotique complexe, l'avait guidé chez lui.